Hello les pépites, bienvenue dans l'épisode 4 de PolityCouch. On va parler actualité politique, comme d'hab, et on va le faire comme toujours, c'est-à-dire avec simplicité et humour. C'est parti, générique. Vous pouvez pas augmenter le prix de la baguette. Non, nous n'allons pas bien. Tu vas la fermer. Vous me hurlez dessus. L'article 49, alinéa 3 de... Bon progrès. Oh, je t'emmerde, je m'en bats les couilles. Venez. Ne créez pas d'ennui chez moi, s'il vous plaît. Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent. Et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On rapporte la coupe. Et il faut qu'il reste, évidemment qu'il faut qu'il reste. Bon Manu, t'as l'air tout content, donc je vais pas flinguer ta joie. Mais j'espère juste que quand tu dis jamais 203, tu parles vraiment de foot. Et pas de mandat, tu vois. Aujourd'hui, on commence avec le 8e puis 9e 49.3 annoncé par Zaza Born. Je vous ai déjà expliqué les nuances du 49.3 et les raisons pour lesquelles on pouvait les utiliser comme ça à la chaîne ces derniers temps. Donc on va zapper ce point pour se concentrer directement sur l'essentiel. Et on commence avec le 8e 49.3. D'autre part, au moment où l'examen de ce projet de loi de finances commence en nouvelle lecture, aucun des groupes d'opposition ne nous a fait connaître une évolution de sa position sur son vote final. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Je vous avais dit qu'en ce moment, l'Assemblée nationale, c'était le grand bal des motions de censure et du 49.3. Donc, 8e 49.3 déclenché jeudi après le vote d'une motion de censure LFI, qui est sorti non majoritaire. À ce moment-là, Zaza utilise le 49.3 pour s'assurer de l'adoption de la partie recettes du budget 2023. Dimanche, le 9e, cette fois-ci sur la partie dépenses. Vous attendez même plus une semaine entre les deux maintenant. En France, bientôt, on aura plus de 49.3 que d'électeurs d'Éric Zemmour. Nous n'avons pas la majorité absolue dans cette Assemblée. Et quand toutes les oppositions nous disent vouloir rejeter le PLF, quel que soit son contenu, nous prenons nos responsabilités en engageant la responsabilité du gouvernement. Je rappelle donc que le rôle de l'opposition, c'est de s'opposer. Sinon, ça s'appellerait pas une opposition, ça s'appellerait une alliance, Zaza. On te l'a déjà dit. Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat ? Nous ne le fuyons pas. Et je vous rappelle que sur le texte, en première lecture, nous avons laissé, au contraire, les débats se tenir pendant plus de 50 heures. Je sais pas si j'ai envie de rire ou pas, en fait. Et je sais pas si Zaza t'as capté que le rire de tes collègues c'était nerveux. La standing ovation elle est ironique. Parce que Zaza, si tu l'as compris, ça veut dire qu'en fait quand t'annonces le truc, tu sais déjà que c'est pas sérieux, toi-même t'y crois pas 2 secondes, et donc t'assumes que tu te moques de tout le monde. Là j'ai envie de rigoler. À chaque fois je me dis vous arriverez pas à faire plus fort. Ah si, sky is the limit. En tout cas moi je me dis que c'est le moment parfait pour ressortir cette petite pastille que vous aviez adorée sur TikTok. Allez, c'est cadeau. Ah, les sourires de Zaza, on s'en lasse pas, hein. Je pense aussi que je vais pas tarder à prévoir les punchlines de Zaza. Surtout que souvent, la punchline, elle va avec le sourire. À chaque fois, vous regarderez, la punchline est accompagnée par le sourire, ou le sourire accompagne la punchline, peu importe, dans les deux sens, ça marche. Le devoir qui est confié au gouvernement par la Constitution de la Ve République, dont vous semblez, mesdames et messieurs les députés de la France insoumise, découvrir les vertus et qui vous laisse la possibilité de nous renverser, comme vous essayez de le faire ce soir pour la 9e fois. 9 reprises, c'est 3 fois plus que le nombre de fois où votre grand leader a tenté sans succès d'accéder au second tour de la présidentielle. Plus sérieusement, Zaza, il n'y aurait pas eu 9 motions de censure s'il n'y avait pas eu 9 49.3. En 3 ans, Michel Rocard fait 28 49.3 pour 5 motions de censure.
Mais ça, c'est pas une excuse, Zaza. Tu prends l'exemple de Rocard pour te justifier sur le nombre de motions de censure. Et viens, on prend l'exemple de Rocard pour regarder le nombre de 49.3 et dire que franchement, vous allez péter son record. Zaza, je trouve que le 9e 49.3, c'est quand même celui qui est le plus chargé en culot. Je vous rappelle qu'on avait compté qu'il pouvait y avoir jusqu'à 14 49.3, plus que 5. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je vous annonce que Zaza a recouru une 10e fois à l'article 49.3. Du coup, non, on n'est plus qu'à 4 et pas à 5. C'est vraiment tombé pendant que je suis en train de tourner la vidéo, là. Bon, avant de parler de la réforme des retraites, on va parler préservatifs 2 petites secondes. Manu a rendu les préservatifs gratuits pour les jeunes de 18 à 25 ans et il prévoit d'étendre la décision. Je voulais vous passer un petit message. Hier, j'ai annoncé que les préservatifs à partir du 1er janvier prochain seraient gratuits pour les 18-25 ans. C'est une petite révolution de la prévention, c'est essentiel pour que nos jeunes se protègent lors de leur rapport sexuel. Mais j'ai été pris à partie par beaucoup, en tout cas plusieurs d'entre vous, sur le fait que beaucoup de nos jeunes mineurs avaient des rapports sexuels et qu'il fallait aussi qu'ils puissent se protéger, qu'ils pouvaient avoir des mêmes contraintes financières. Alors je dis banco, allons-y, donc on va faire travailler les équipes pour étendre cette mesure aux mineurs. C'est important de savoir dire quand il y a des choses qui sont positives aussi et quand une décision est bonne. Là, pour le coup, c'est une très très bonne décision qu'a pris Manu et je le félicite pour ça. En tout cas, j'en profite pour vous rappeler que vous protéger, c'est important et faites-vous tester aussi de temps en temps, ça l'est tout autant. Puisqu'on parle de Manu, continuons en ce sens avec la réforme des retraites. Lundi 12 décembre, en marge d'une réunion du Conseil national de la refondation, Emmanuel Macron a annoncé que le contenu du projet de loi de la réforme des retraites ne serait pas rendu public le 15 décembre, comme ça avait été annoncé à la base, mais plutôt le 10 janvier. L'Élysée aurait reporté la date car, je cite, « Les élections professionnelles dans la fonction publique ont désigné de nouveaux responsables qui ont vocation à participer aux négociations. Or, il nous faut un peu plus de temps pour les embarquer. On ne sait jamais, des bouger sont possibles, il ne faut pas s'en priver. » Il a souligné également, sans les citer, que plusieurs formations politiques avaient eux aussi eu des élections récentes. Il parlait de LR, dont Éric Ciotti vient de prendre la présidence, ou encore Europe Écologie Les Verts, où Marine Tondelier vient de prendre les rênes. Et apparemment, ça pourrait être aussi le PS qui, potentiellement, pourrait organiser des élections internes en janvier. Vous allez me dire, il y a eu du nouveau chez LFI aussi, mais vu que Manu parlait d'élections, et que chez LFI, il n'y a pas eu d'élections internes, que les décisions ont été prises par un petit groupe, je pense pas que Manu les incluait dedans. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos retraites. Puisque moi, en 81, j'ai voté la retraite à 60 ans. Mais je vous rappelle qu'il y a 40 ans, les temps n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. L'espérance de vie était différente. La nature même des carrières difficiles était différente. Moi, mon voisin à l'époque, dans mon village, qui était maçon, couvreur et qui montait sur les toits, me disait « je n'en peux plus. Je ne peux plus monter sur les toits comme ça ». Aujourd'hui, la nature du travail n'est pas la même. Les déménageurs, les couvreurs, les gens dans les travaux publics sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Mais aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Ah oui, il l'a vraiment dit, oui. Vous remarquerez aussi la journaliste de Public Sénat qui n'a qu'une envie, c'est d'éclater de rire. Ah bah si. Ils sont équipés d'exosquelettes, ils sont équipés de matériaux. Mais aujourd'hui, la pénibilité n'est plus la même. Très franchement, je peux comprendre. Je sais pas comment j'aurais réagi aussi. J'aurais souri, ça c'est sûr. Je vous propose qu'on fasse le parcours de la réforme des retraites qui a toujours été un des points centraux de la politique d'Emmanuel Macron. À l'époque, en 2017, l'objectif donné par Manu, c'était la création d'un système universel des retraites qui fonctionnerait par points. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Manu avait garanti qu'il ne reculerait pas l'âge de départ à la retraite et qu'il ne baisserait pas le montant des pensions. Juste, et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Ah bah ça c'était en 2019, 2022, c'est pas très raccord. C'était un détail, mais continuons la vidéo de 2019. Je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes
spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie, qui sont parfois très coûteuses et qui sont aujourd'hui des vraies inégalités qu'on ne sait plus justifier. Alors oui, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, à la base on nous parlait de retraite par points, de fin aux 37 régimes différents de retraite, c'est-à-dire régime général, régime des entreprises et établissements publics, donc RATP, SNCF, EDF, etc. Régime spécial de la fonction publique, fonctionnaires, militaires, tout ça. Sauf que depuis 2017, les discours ont un petit peu changé. Le système par points a finalement été laissé de côté au profit du report de l'âge légal de la retraite de 64 à 65 ans, alors que Manu avait donc dit en 2017 et 2019, comme on l'a vu sur ces extraits, qu'il n'y toucherait pas. Et ça, c'est beaucoup plus profond, plus ambitieux. Il ne faut pas le compromettre en bougeant l'âge légal. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. En janvier 2020, dans un document remis aux partenaires sociaux, il était dit qu'ils souhaitaient fixer l'âge pivot à 64 ans pour permettre de faire 3 milliards d'économies en 2022 pour aller progressivement jusqu'à 12 milliards en 2027. J'en profite aussi pour vous rappeler que François Hollande avait déjà rallongé la durée de cotisation d'1 an. Je vous propose qu'on refasse la chronologie de la réforme des retraites. Septembre 2017, c'est la nomination de Jean-Pierre Delevoye. Il est nommé comme haut-commissaire à la réforme des retraites. Octobre 2018, la même personne présente une quinzaine de lignes directrices sur la réforme des retraites, après une première phase de concertation de 18 mois avec les partenaires sociaux, et à ce moment-là, l'âge légal de départ était toujours fixé à 62 ans. Je vous rappelle que c'est aussi le moment où on a vu naître ces fameuses concertations citoyennes, qui ont servi à rien d'autre que juste concerter. Juillet 2019, c'est la présentation du rapport noté par Jean-Paul Delevoye. C'est ce rapport qui est censé servir de base au projet de loi. Il est écrit dedans, je cite, « L'âge de la retraite à taux plein est proposé à 64 ans avec un système de bonus-malus pour tous, au lieu de l'âge actuel compris entre 62 et 67 ans, selon le nombre de trimestres cotisés. » On lira aussi l'évolution de l'âge pivot en fonction de l'espérance de vie, l'instauration du minimum retraite à 85% du SMIC net, ou encore une majoration des pensions dès le premier enfant. De septembre 2019 à décembre 2019, c'est le second cycle de concertation avec les partenaires sociaux et l'ouverture d'une plateforme en ligne de consultation citoyenne sur les retraites, bien évidemment. Seulement 50 000 personnes ont répondu à l'appel. Alors 50 000 c'est beaucoup, mais je dis seulement parce que quand on fait le ratio avec la population française, ça fait très peu. Décembre 2019 à février 2020, c'est le début des mouvements sociaux, manifestations contre la réforme des retraites. Janvier 2020, le projet de loi de la réforme des retraites est proposé en Conseil des ministres. Février 2020, petite procédure accélérée à l'Assemblée nationale pendant 15 jours pour examiner le texte. Pourquoi accélérer? Parce que coucou 49.3 début mars 2020, et oui, encore lui, il était déjà là, et c'est lui qui a permis l'adoption des projets de loi ordinaires de la réforme. Mars 2020, coucou Covid, par conséquent le projet de loi de la réforme des retraites est suspendu. Manu, peut-être à un moment donné, faut écouter les signes, hein. Tu batailles depuis 2017 et ça veut pas, quoi. La vie, elle veut pas. Insiste pas, on va encore se taper un nouveau virus. Novembre 2021, on a les 3 objectifs de la réforme de Manu. Instaurer un minimum retraite à 1 000 € pour toute carrière complète, repousser l'âge légal de départ, supprimer les régimes spéciaux. Fin août 2022, Zaza avait présenté une liste de 60 politiques prioritaires dans laquelle figurait évidemment la réforme des retraites. Et depuis la rentrée 2022, ils sont au taquet. Hein. J'ai envie de remémorer cette magnifique phrase de Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui avait dit le 7 septembre au micro de RTL, « Soit on augmente les impôts, personne ne le souhaite, soit on laisse filer la tête, ça n'est plus possible, soit on travaille plus. » J'ai même pas envie de faire de commentaires.
Donc on retiendra qu'entre le début et maintenant ça a bien changé. On connaît pas vraiment les grands axes de la réforme puisque ce sera donné le 10 janvier, mais selon certains journalistes et selon certains axes annoncés par le gouvernement, on peut à peu près savoir à quoi ressemble la réforme des retraites, en tout cas les grands axes de la réforme des retraites. Il y aurait donc ce fameux report de 4 mois chaque année de l'âge légal de départ à la retraite à partir de 2023, ce qui porterait l'âge de départ à 65 ans en 2032. L'instauration d'un minimum de pension retraite à 85% du SMIC net pour une carrière complète. La mise en place d'un dispositif de carrière longue et de pénibilité. La suppression de certains régimes spéciaux pour les nouveaux entrants, notamment à la RATP et au sein des industries électriques et gazières. Je rappelle que selon le document qui a fuité, d'ailleurs, sur l'état financier du système des retraites, il était écrit que le système des retraites était excédentaire en 2021, mais qu'à partir de 2023, et pour 10 ans au moins, il deviendrait déficitaire. Déficitaire. Je l'ai dit comme un Algérien. Déficitaire. On attend donc le 10 janvier pour connaître le contenu précis de cette loi. Madame la députée Mathilde Panot, Madame la présidente Mathilde Panot, il est parfois utile de revenir en arrière et de rappeler quelques faits que vous persistez à vouloir ignorer. Alors permettez-moi d'en revenir à la chronologie. Le président de la République a été réélu pour un second mandat le dimanche 24 avril 2022. Des élections législatives ont eu lieu les 12 et 19 juin de cette même année. J'ai pour ma part, comme chacun ici, été élu député. Et enfin, j'ai prononcé ma déclaration de politique générale ici même le 6 juillet dernier. Si, je vais vraiment le faire, les punchlines de Zaza. C'était il y a quelques mois, mais pour paraphraser une chanson populaire, pour vous c'était il y a un siècle, une éternité. Car manifestement, votre mémoire les a peut-être inconsciemment effacés. Il aurait peut-être été plus populaire de dire que l'on pourrait revenir à un âge de départ à 60 ans. Plus populaire, c'est vrai, mais aussi plus démagogique. Et cela n'a échappé à personne et surtout pas aux Français qui n'ont d'ailleurs pas élu votre grand leader à la présidence de la République. Alors certes, mais moi ça m'échappe qu'on s'en fiche de la popularité, particulièrement quand on est élu et qu'on sait que 2 Français sur 3 ne veulent pas de cette réforme des retraites. Après Zaza et Manu, on continue avec Gabriel Attal. C'est une spéciale Renaissance aujourd'hui. Alors vous le saviez peut-être, le mois de novembre c'était le mois sans tabac qui introduisait du coup l'année de la répression. Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, était en déplacement au péage de Boulou. Le péage de Boulou, ça se situe dans les Pyrénées-Orientales. Il était en déplacement auprès des services douaniers de Perpignan et il en a profité pour présenter le nouveau plan national de lutte contre le trafic illicite de tabac pour la période de 2023-2025. Et vous allez lancer aujourd'hui un grand plan de lutte contre les fraudes au tabac. Ça va marcher comment? On fait un constat, c'est que la vente et le trafic de tabac de contrebande explosent dans notre pays. Si je vous donne quelques chiffres, il y a 5 ans, il y avait un peu plus de 200 tonnes de tabac qui étaient saisies en France. L'an dernier, on était à 400. Et cette année, on sera probablement au double, c'est-à-dire à 800 tonnes. On est déjà à 600 tonnes en 10 mois. Parce que la réalité, c'est que un certain nombre de réseaux mafieux se sont reportés sur le trafic de tabac plutôt que sur le trafic de stupéfiants. Il y a une explosion. Oh bah la répression, c'est pas comme l'énergie et l'inflation. Hein. Dans ces moments-là, ils arrivent à anticiper et trouver de l'oseille. Je veux dire aussi, Gabriel Attal, que vous considérez désormais qu'il faut lutter contre le trafic de tabac avec la même énergie, la même vigueur que contre le trafic de drogue. Oui, parce que le trafic de tabac n'a plus rien à envier en termes de méthode et de volume au trafic de stupéfiants. Le trafic de cigarettes comparé au trafic de drogue. Ok, pourquoi pas. Le prix du paquet de cigarettes n'avait pas été augmenté depuis 2 ans. Je rappelle qu'il vaut déjà en moyenne 10,15 € en France. Et là, comme les fruits et légumes, le lait, l'électricité, et ben le tabac, lui aussi, va augmenter. 2 fois en plus. Et pour rattraper les 2 ans. Une première augmentation de 50 centimes en 2023, puis 35 centimes en 2024 pour atteindre 11 € dans 2 ans. Le gouvernement précise que l'augmentation est uniquement liée à la lutte contre le tabagisme.
Ouais, je vous dirai ce que j'en pense dans 2 minutes. Parmi les mesures phares du plan, des investissements importants qui permettront, je cite, d'améliorer la détection des fraudes du tabac et de prévenir notamment la constitution d'usines clandestines de fabrication sur le territoire français. Plusieurs mesures. D'abord, on investit massivement dans les moyens de contrôle. On va tripler le nombre de scanners mobiles pour scanner les conteneurs qui arrivent dans nos ports, dans nos aéroports. On met en place des scanners dans les centres de tri postaux parce qu'on a aujourd'hui du trafic qui se fait en petite quantité dans des colis, mais en grand nombre. Donc on va pouvoir scanner tous les colis pour identifier ceux qui contiennent du tabac. Acquisition de 22 scanners supplémentaires pour un montant total de 45 millions d'euros. Ils seront positionnés sur les routes du tabac et dans les entrepôts postaux. Donc renforcement des moyens techniques. Ensuite, effectivement, renforcement des sanctions. Il faut alourdir les sanctions pour ceux qui sont à la tête de réseaux qui organisent de l'importation et de la contrebande de tabac. Bon, plus sérieusement, la cigarette, c'est dégueulasse, c'est mauvais pour la santé. Mais là, Renaissance, vous faites une campagne comme si vous alliez choper Escobar, quoi. Vous allez juste choper les gars de Barbès à la sortie du métro, et en plus, tout le monde sait que leurs clopes, elles sont dégueulasses. Tu vas là-bas que quand il est 4h du matin, que t'habites à Paris, que t'es vraiment un chien de clope, sinon t'y vas pas. Et des clopes, t'en fumes une, t'as le cancer direct. Du coup, une fois encore, je ne cerne pas la logique du gouvernement. Vous augmentez le prix des clopes, et en parallèle, vous renforcez la lutte contre la fraude. Ah si, du coup, en fait, je capte la petite logique Renaissance, là. En suivant vos lignes de logique, je me dis que vous vous dites, on va augmenter le prix des clopes, on renforce la fraude, comme ça, ils peuvent pas trop se fournir ailleurs, tu vois. L'argent directement dans les caisses de l'État, et en plus, s'ils se fournissent ailleurs ou au marché noir, paf, on les punit. Au moins, on est sûr qu'ils vont les payer, leur paquet à 11 balles. La réalité, c'est que vous préférez que l'oseille, elle tombe dans vos poches, plutôt que dans celles de l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc. Donc en fait, on fonctionne avec l'Europe que quand ça vous arrange, hein. Et puis il y a peut-être une deuxième version aussi, c'est de se dire qu'il va falloir combler les trous des projets de loi que vous êtes en train de passer à base de 49.3. Non, parce que la décision sur l'augmentation du tabac, c'est aussi un des trucs qui était dans le budget 2023. Effectivement, un fumeur, pour le faire arrêter de fumer, à moins qu'il l'ait choisi lui-même, c'est compliqué. Mais tu peux tout faire, hein. Tu peux augmenter les clopes, tu peux renforcer la répression, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux même interdire le tabac, il trouvera toujours un moyen de passer par le trou de souris que t'as oublié de boucher. La prohibition, ça vous parle? On a eu l'exemple avec aux États-Unis, hein. En plus, je crois que c'est un truc humain. De tout temps, l'humain a eu besoin de s'évader avec des vices, qui sont nocifs, hein, certes, mais ça a toujours été comme ça. Alcool, jeu, tabac, peu importe, ça fait partie de l'humain, je crois. En réalité, c'est différemment qu'il faudrait regarder le prisme. Il y a une augmentation des cas de dépression en France, une augmentation de la consommation de cigarettes, c'est révélateur de quelque chose, c'est quand même révélateur d'une anxiété générale sur le futur. Et c'est sur ça qu'il faudrait travailler. C'est là où il faudrait penser à potentiellement réinjecter de l'oseille pour soulager les gens, etc., plutôt que d'aller tout le temps dans la répression. Je sais pas, j'ai la sensation que chez Renaissance, le sens des priorités, c'est comme la géométrie, c'est variable, tu vois. C'était l'auteur Henry David Thoreau, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui disait « Il est plus désirable de cultiver le respect du bien que le respect de la loi ». Bah voilà, ça prend tout son sens. Sur cette très belle phrase de Thoreau, mes pépites, c'est la fin de cet épisode de Politicouch. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à commenter, à la partager, à inviter vos amis à s'abonner à cette chaîne YouTube. Je compte sur vous pour qu'on la fasse vivre. Je me suis fait la réflexion de me dire quand même, on est 20 000 sur TikTok et genre on est 600 ici. Donc ça va pas du tout ça. Il va falloir y remédier rapidement et je compte aussi sur vous. En tout cas, merci des commentaires que vous avez laissés sur les vidéos précédentes. Je vois que vous êtes quand même réceptif à ces Politicouch et j'en suis ravie. Je vous souhaite une bonne semaine. Il se peut que je ne revienne pas avant Noël, donc si je ne reposte pas avant Noël, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille. Profitez-en, mangez, éclatez-vous. D'ici là, je vous embrasse très fort. Profitez de vos proches, profitez des fêtes et on se retrouve très très vite ici même et sur mon TikTok. De toute façon, ça y est, vous commencez à avoir l'habitude. Bisous les pépites.